1939, 1939. Au-dessus de l'aire de Carcabanach, observai-je dans la matinée du samedi 2 septembre, sur la paroi rocheuse surplombant le monument honoré 2 mois plus tôt en ma présence par le dépôt d'une gerbe ayant au préalable déteint sur ma chemise, l'inscription « Non ours » augmentée de 4 lettres se lisait désormais « Non toujours ». Auparavant, m'étant arrêté brièvement à Saint-Giron, afin de vérifier l'état dans lequel se trouvait désormais l'hôtel Eschen, connu pour avoir probablement accueilli Bud Owens et ses compagnons d'évasion en 1943, et 72 ans plus tard les participants à la marche commémorative organisée dans leur pas, j'y avais trouvé porte close, et de même toutes les fenêtres donnant sur la rue, à l'exception d'une seule, au rez-de-chaussée, dans l'entrebâillement de laquelle, à travers le voile d'un rideau, on apercevait une cheminée, le comptoir d'un bar et une reproduction de La jeune fille à la perle de Vermeer, dernier vestige de ce qui avait dû être une salle à manger. Sur ces entrefaites parut une dame asiatique, surgie des profondeurs de l'hôtel, qui me confirma que celui-ci était fermé depuis 3 jours, par quoi elle entendait probablement qu'il l'était depuis 3 ans. Et maintenant, en route vers Oza, ce que l'on remarque tout d'abord sur les bas-côtés de la D618 et en contrebas de celle-ci sur les rives de l'Arak, c'est la profusion d'une plante invasive à fleurs roses, la balsamine de l'Himalaya, dont on peine à croire, bien que la science nous l'assure, qu'en provoquant l'érosion des berges, par son abondance même, elle est susceptible d'entraîner l'envasement et à terme la disparition des cours d'eau. Une autre chose que l'on peine à croire, au fur et à mesure que l'on s'élève vers le port de Lers, c'est qu'une colonne d'aviateurs américains et de militaires français ait pu cheminer, même de nuit, sans attirer l'attention des Allemands, au milieu de ces prairies rases et vallonnées où la vue porte au loin dans toutes les directions. C'est d'ailleurs son caractère panoramique qui a fait de ce col une halte privilégiée par les motards et les cyclistes, qui ont tapissé de leurs autocollants le panneau routier Port de Lers, 1517 mètres. Panneau devant lequel un cycliste entre 2 âges, moulé dans une combinaison fluorescente de champion, a obtenu de moi que je le prenne en photo avec son propre téléphone. Également nombreux sont les bovins de différentes couleurs et de plusieurs espèces, y compris des buffles, dont la robe sombre et les cornes massives rehaussent le paysage d'une touche d'exotisme, occasionnellement accentuée par le vol en altitude d'un vautour fauve. À l'entrée d'un sentier de randonnée, un panneau attire l'attention des marcheurs sur le cas d'une jeune femme disparue en ce lieu le 17 juillet 2013. De si longues années d'angoisse sans savoir ce qu'est devenue Julie. Un autre leur indique succinctement la conduite à tenir en cas de rencontre fortuite avec un ours. Mais que la région dans laquelle on s'enfonce en se dirigeant vers Oza soit infestée ou non de ces animaux, l'hostilité qu'éveille leur présence auprès de certains se manifeste par la prolifération de slogans « non aux ours », badigeonnés à même le bitume. Quelquefois, cette aversion pour les ours se conjugue avec l'adhésion au Tour de France, ou au fait que cette manifestation sportive emprunte la route concernée. Non ours, oui tour. Et c'est ainsi que nous avons dormi à Oza, un village où la nuit du samedi 2 septembre fut remarquablement silencieuse. Pas même un aboiement, comme si ce village était le seul en France à ne compter aucun chien, à l'exception du bruit que faisaient 2 rivières en coulant sur leur lit de cailloux, et dont l'encaissement entre des montagnes déjà hautes fit que dans la matinée du dimanche 3, le soleil n'y parut que tardivement. Pour la plupart des gens, le parking situé au sud du lac de Soulsem marque le point de départ de la marche vers le port d'Arinsal ou le port de Rhin. Si j'avais été seul, peut-être n'aurais-je pas été plus loin que ce parking. Mais j'étais accompagné d'une amie qui animait un ardent désir de voir et d'entendre des marmottes. Même si je m'évertuais à lui dire que celle-ci n'était pas originaire des Pyrénées, qu'elle n'y avait été introduite qu'au moment de la création du parc national, et au moins en partie dans l'espoir qu'elle constituerait pour les ours une alternative aux moutons. Sauf qu'il est beaucoup plus facile d'attraper un mouton qu'une marmotte, comme les ours eurent au fait de s'en apercevoir. Vers 2 ou 3 heures de l'après-midi, nous avions atteint non sans peine, en ce qui me concerne, l'extrémité de la piste accessible seulement aux véhicules de service. De là où nous nous trouvions,
on jouissait d'une vue étendue sur les deux versants de la vallée, éclairée plus ou moins selon que les nuages masquaient ou non le soleil, parsemée au loin d'un bétail nombreux, parmi lequel l'équidé le disputait aux bovins, introduisant dans ce troupeau épars des nuances bienvenues de formes et de couleurs. Quelques marmottes aussi se voyaient çà et là, dont certaines poussaient des cris, c'est exact, lorsqu'elles se sentaient menacées. En contrebas du lieu de notre pique-nique, au bout de la piste, stationnait un véhicule tout-terrain de couleur verte, sans personne à bord, une autorisation de circuler émanant de l'Office national des forêts, toutefois collée sur le pare-brise, comme je m'en assurais en l'observant de loin à la jumelle. Dont la position incongrue qu'il occupait dans la nature, son isolement, de même que certaines de ses caractéristiques et le fait qu'il fût inoccupé, me semblait le désigner, au moins cinématographiquement, à un tir de RPG qui lui fait voler en éclats, le bruit de l'explosion se répercutant longuement et lugubrement dans la vallée. Mais lorsque je fis part de cette impression à l'amie qui aimait les marmottes, elle ironisa sur son caractère à la fois infantile et patriarcal, ajoutant que quant à elle, la vision lointaine de ce véhicule d'un vert sombre, ses formes carrées, miniaturisées par la distance, lui donnait simplement envie de s'en saisir entre le pouce et l'index et de le faire rouler à sa convenance. Quoi qu'il en soit, non loin du lieu où stationnait le véhicule momentanément abandonné, au-delà d'un petit cours d'eau que l'on franchissait en sautillant de pierre en pierre, le chemin au milieu des genévriers et des rhododendrons défleuris se séparait en deux branches, dont l'une menait vers le port d'Arinsal et l'autre vers celui de Ras. Bien que dans le documentaire retraçant la marche commémorative des Américains, ces derniers aient opté pour le premier, il me paraissait plus vraisemblable qu'en 1943 c'eût été vers le second que s'était dirigée la colonne conduite par Émile Delpy et dans laquelle se trouvait Bud Owens. Tant parce que c'est celui que mentionne aussi bien le récit de Warren Cara que celui de Claude Benet, déjà cités l'un et l'autre, que parce que le village endorant où se retrouvèrent les survivants était le village d'El Serra, et que ce dernier est plus proche du port de Ras et plus facile d'accès depuis celui-ci que du port d'Arinsal. De toute manière, arrivé à la bifurcation, je n'étais plus en état de poursuivre, et j'aurais probablement rendu l'âme si au même moment ne m'était apparu un gypaète barbu, volant à basse altitude, sans doute un juvénile à en juger par les teintes de son plumage, dont le spectacle m'insuffla suffisamment d'ardeur pour parcourir à rebours le chemin et rejoindre le parking du lac de Soulsem. Entre celui-ci et Oza, en voiture de nouveau, nous croisâmes un immense troupeau de moutons, en rupture d'estive, qui sans raison apparente fit soudainement demi-tour, comme un seul homme, pour repartir en direction de la montagne qu'il venait de quitter, et dont un peu plus tard j'observai que plusieurs, même couchés dans l'herbe, n'en continuaient pas moins de la tondre.